Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et scintillement. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Un prédateur potentiel, mais dans le bon sens du terme en fait. Voilà, se dit je suis quelqu'un de gentil, de bienveillant, d'aimant, mais si on veut m'ôter la vie, qu'on veut toucher à quelqu'un que j'aime, je me transforme en lion. Mais oui, donc c'est sûr qu'il y a une augmentation des pratiquants, une augmentation de la demande, qui pour moi est intimement liée en fait, à l'augmentation des violences et oui, j'ai te demandé, c'est pas lié à l'insécurité. C'est ça. Mais la meilleure tactique à adopter quand on ne peut plus fuir et que la communication a échoué, ça va être de prendre l'initiative. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui, j'accueille au micro d'Éclat de femmes Romain Carrière, qui est professeur et coach de self-défense depuis un petit peu plus de 10 ans. Il vient exprès de Aix-en-Provence pour vous partager son expérience, donc j'espère que l'épisode vous plaira. Donc je vous souhaite un très bon épisode et bonne écoute. Bonjour Romain, bienvenue sur le podcast Éclat de femmes. Bonjour Claire. Je voulais vraiment t'inviter sur ce podcast parce que tu es professeur de self-défense depuis un petit peu plus de 10 ans. Et je trouvais ça intéressant justement que tu parles en tant qu'expert sur ce podcast parce que j'ai beaucoup de victimes qui nous écoutent et également des victimes qui prennent la parole. Donc écoute, bienvenue. Merci à toi. Est-ce que peut-être tu pourrais revenir sur ton parcours personnel de pourquoi tu as voulu te lancer en professeur, enfin en cours de self-défense? Ouais. Donc moi à la base je viens du taekwondo, j'étais sportif de haut niveau entre mes 14 et 18 ans. Voilà, donc les sports de combat c'est mon truc. Après ça je me suis engagé dans l'armée, j'ai été sous-officier chez les parachutistes à Carcassonne au 3e RPIMA. Donc là aussi je donnais des cours. Et donc je donnais des cours avant l'armée. Voilà. J'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif en 2008. Donc je donne des cours depuis, globalement depuis que j'ai 16 ans. Donc la transmission c'est mon truc. Donc d'abord dans les sports de combat, ensuite dans l'armée, et donc après mon contrat de 5 ans, j'ai quitté l'armée et donc je suis devenu coach sportif. J'ai passé un autre brevet, un autre BPGEPS et donc des certifications en self-défense. Voilà, et donc le fil conducteur, c'est me sentir utile à protéger la population d'abord, et ensuite à me dire, je n'ai pas la prétention d'être capable de protéger tout le monde, donc je crois en la responsabilité, donc je vais rendre capable, je vais transmettre ce que je sais aux gens pour leur donner des outils pour éviter des drames. Ok, incroyable. Et du coup, pourquoi est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as un événement un peu personnel qui t'a poussé justement à devenir professeur de self-défense ou... Alors, j'ai toujours été très sensible à la violence gratuite, c'est quelque chose qui m'insupporte, quelque chose que je vis comme une injustice, surtout quand en plus les auteurs sont pas fermement condamnés. Voilà, donc c'est une boucle sans fin, un cercle vicieux, et donc moi je supporte pas de rester passif par rapport à ça, donc je voulais pouvoir changer les choses à mon niveau, et donc je me sens utile à faire en sorte que le maximum de personnes puissent éviter de se retrouver à l'hôpital ou à la morgue. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est présent depuis ma jeunesse, et donc pour avoir été vice-champion du monde de taekwondo et 4 fois champion de France, je sais ce que c'est que le stress d'une compétition. Il y a des enjeux, mais le stress quand on est dans la rue et qu'on sent que quelqu'un veut nous faire la peau ou nous violer, c'est pas pareil, c'est très différent, c'est pas le même étage du cerveau qui gère ça, et donc j'ai pu vivre comme ça une expérience dans la rue quand j'avais 18 ans avec des copains, et je me suis rendu compte en effet de cette différence marquante. Voilà, je l'ai vécu du coup dans ma chair, et c'est là que je me suis dit ok, c'est quelque chose de différent, et donc c'est là que je me suis dit moi c'est là-dedans que je veux me former, et c'est ça que je veux apprendre aux gens. Si les gens font des sports de combat, des arts martiaux, c'est très bien, voilà,
donc j'incite un maximum de personnes à pratiquer dès l'enfance, mais il manquera des éléments, et ça n'est pas la préparation idéale pour pouvoir éviter, tout d'abord, et le cas échéant, dominer une agression et qu'elle soit verbale ou physique. Ouais, réagir en toutes circonstances aussi, en fait. C'est exactement ça. Je voulais vraiment revenir sur peut-être ton agression, vraiment. Comment ça s'est passé exactement à tes 18 ans? Est-ce que c'était quelque chose dans la rue avec plein de potes, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Et en effet, du coup, alors j'étais pas donc directement visé moi, hein, j'ai pas été blessé, mais en effet, donc d'expérimenter cette décharge d'adrénaline et les conséquences physiologiques de la peur. Oui, dans un danger du coup qui est différent de celui de prendre peut-être un KO en compétition, mais c'est cadré, c'est réglé, il n'y a pas d'armes, l'adversaire est tout seul, on a choisi d'être là, c'est la même catégorie de poids, il y a l'entraîneur, il y a les médecins au cas où, voilà. Okay. Il y a du stress, il y a de l'enjeu évidemment, et c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est particulier, et donc c'est quelque chose qu'il n'est pas évident donc, d'être capable de faire, donc c'est tout à l'honneur de ceux qui montent sur le ring ou sur un tatami. Mais donc, comme je disais, ce n'est pas le même étage du cerveau qui gère ça, et donc les conséquences sont différentes. Et donc c'est pour ça que moi, c'est ces facteurs-là que je veux mettre en place dans mes séances et que je veux permettre aux gens d'expérimenter dans un cadre bienveillant pour ne pas se faire surprendre en situation réelle. Ouais, c'est plutôt le cerveau reptilien justement qui... C'est ça. Et aussi le système limbique, ce qui gère les émotions et les expériences émotionnelles. Alors que le néocortex, celui qui gère l'intelligence, la réflexion et l'analyse, celui-là, à ce moment-là, il ne fonctionne plus du tout. Il fonctionne plus, et donc c'est le corps qui se met en mode survie, parce que le but est de se sortir du danger, donc c'est le cerveau de l'action, et donc tout l'enjeu est de ne pas être paralysé donc par la peur et le stress, et d'être tétanisé. Voilà, et donc on peut travailler dessus et rapidement. Ok, et justement aussi tu me disais, je crois qu'on avait discuté, que quand on se fait agresser aussi, notre champ de vision se réduit aussi, c'est ça? C'est une des conséquences, en effet. Il y a la réduction du champ visuel afin de se focaliser sur le danger qui est devant. Donc le problème, c'est que s'il y a des complices, peut-être qu'on ne les verra pas. Il y aura aussi des perturbations auditives. Okay. Il y aura aussi des perturbations temporelles. Un événement comme ça où on a eu très peur, que ce soit une agression ou autre, on a l'impression que la scène a duré très longtemps. Ouais. Voilà, donc il y a donc des perturbations temporelles, on a dit, visuelles, auditives. Les membres vont trembler parce que le sang ne va plus que dans les organes vitaux et les gros muscles qui vont permettre de courir très vite pour s'enfuir ou de frapper très fort, donc l'option combat. Et donc le fait que les membres tremblent, ça fait que la motricité fine, les gestes précis et fins, on ne peut plus compter dessus. Oui, contrairement quand on est sur un ring où justement là on peut réussir à... Alors donc sur un ring, oui, c'est ça, c'est la motricité donc complexe surtout, et du coup dans la rue, en cas d'agression, même la motricité complexe va être altérée. Donc c'est uniquement la motricité lourde qui sera efficace. Bref, en gros, donc, des êtres humains qui se battent, ça ressemble plus à des primates qu'à justement une démonstration de kata. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu ces situations de violence, pensent que ça se passe comme dans un film d'action et sont influencés justement par le côté donc, artistique, spectaculaire, alors que c'est pas du tout ça. Oui, je vois. Non, mais en fait, je le vois aussi dans mon agression. Enfin, même si mon agression, pour le coup, a vraiment duré 30 minutes, et je le vois... J'ai l'impression que c'était 2 heures. 2 heures, voire toute une après-midi. En fait, c'était tellement long. Et même le champ de vision, c'est vrai qu'on ne voit plus rien à part vraiment tout droit. Et moi, je pense que mon agresseur, je l'ai vu au bout de 10 minutes. Bon, après, il était derrière moi aussi, etc. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas tous les gestes qui... Et justement, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément vu, c'est que il avait peut-être une arme et moi je le savais pas, mais inconsciemment je le sais quand même. Et je pense que c'est vraiment cet effet du champ de vision qui a fait en sorte que je suis au courant dans mon cerveau, mais je l'ai pas vu. C'est très particulier. Enfin, après, chaque victime réagit différemment aussi. Non, mais ce que tu dis est très vrai. Donc beaucoup de gens qui ont pris des coups de couteau n'ont jamais vu la lame. Ouais. Ils ont l'impression d'avoir pris un coup de poing. Voilà. Donc les choses vont très vite. Et si on demande, c'est vrai, donc après coup, à une victime d'agression de tout raconter,
c'est très compliqué parce que justement, donc, donc ces perturbations et les étages du cerveau qui fonctionnent plus ou moins fait que ça va être très compliqué de relater les choses de façon nette et précise. Ouais. Alors ça, plus le phénomène aussi du coup de dissociation quand on subit la chose et qu'on préfère être ailleurs. Donc c'est vrai qu'au moment de relater les faits, que ce soit au niveau de la police ou de la justice, c'est particulièrement compliqué. Et ça, moi-même, je le vois même du coup sur mes stages où je fais vivre des simulations d'agression sous stress. Je les filme pour qu'après les gens se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire. Parce que si juste après je leur demande eux-mêmes de me raconter, ils sont incapables. Ils sont capables de le faire. Dingue. Voilà. Okay. Parce que ça va trop vite, parce que c'est intense, parce que c'est violent, parce que c'est primitif. Oui, je vois. Qu'est-ce que c'est le self-défense exactement pour toi? Est-ce que tu as une définition claire à donner pour justement nos auditeurs? Alors, les mots ont une importance et le problème de parler de self-défense, ça voudrait dire qu'on se focalise uniquement sur le cas où on est en train de subir une attaque. Et donc, on est en train de se défendre à une attaque qu'on subit. Alors qu'à ce stade-là, en fait, c'est globalement déjà perdu. Donc moi, je préfère parler, c'est vrai, de sécurité personnelle, qui engloberait justement donc, toutes ces notions de pré-conflit, toutes ces choses à mettre en place pour éviter les problèmes, pour protéger sa distance intime, pour donc dissuader un agresseur. Donc là, on n'est même pas donc, sur des frappes, sur des gestes, on est sur le fait d'être capable de communiquer, de s'imposer, de s'affirmer, de dissuader. Et si tout ça n'a pas marché, voilà, l'option, je ne vais même pas parler donc, de self-défense à ce moment-là, parce que oui, on est dans un contexte de self-défense en ce sens où on n'a rien demandé et on vient à nous attaquer. Mais la meilleure tactique à adopter quand on ne peut plus fuir et que la communication a échoué, ça va être de prendre l'initiative. Parce que moi, Romain, 1m87, 100 kg, je décide de t'agresser, ta meilleure chance, c'est de me faire quelque chose avant que je te frappe, évidemment. Oui, ça tombe sous le sens. Oui, sinon tu prends le dessus et puis exactement. C'est fini, quoi. Donc c'est un contexte de self-défense, mais l'option que tu vas prendre toi est une option d'attaque, en fait. Voilà. Et c'est important, ça, du coup, de le comprendre et de ne pas se programmer à attendre de se faire étrangler pour réagir, à attendre de se faire tirer les cheveux, à attendre de se faire agripper. Non, il y a plein d'indices objectifs avant ça qui nous permettent d'agir et de confirmer que si on attend encore un peu, ça va être une agression physique. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées un peu préconçues, et souvent des fausses idées justement du self-défense et des agressions. Qu'est-ce que toi tu retiens de tout ça? Alors certaines sont plus ou moins vraies. C'est vrai que certains vont dire que c'est du fake, que c'est pas adapté. Donc il y a la fameuse expression mytho-jutsu. Et en effet, il y a beaucoup de clubs et donc beaucoup de profs qui vont proposer des gestes techniques qui sont trop compliqués, des enchaînements qui font que justement quand on sait ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau avec le stress, mais même si on répète ces gestes pendant des années, ça ne marchera pas. Donc, mais donc quand c'est bien enseigné, c'est en effet du coup une idée reçue parce que moi j'ai des retours et je sais que ça marche. Mais pour que ça marche, il faut que ça reste simple. Donc voilà, c'est vraiment ça un truc fondamental, c'est la simplicité pour que ça marche sous stress. Une autre idée reçue qu'il y a, c'est que c'est pour les fragiles et les faibles et les femmes. Et que les hommes, eux, ils sont costauds, donc ils vont faire de la boxe. Oui, voilà. Ils n'ont pas besoin d'utiliser c'est ça. Ils sauront se défendre. Mais encore une fois, moi je pense qu'on combat comme on s'entraîne. Donc si l'entraînement, notre unique entraînement, c'est que des entraînements de sport de combat, où l'objectif, c'est de prendre le dessus, mais il y a donc tant de rounds, avec tant de minutes de combat, avec une stratégie particulière qui est de frapper, ensuite de venir au corps à corps, de saisir la personne, de l'amener au sol, de la frapper, puis de la soumettre. Bref, le schéma tactique, ce schéma tactique-là, c'est sûrement pas celui qu'il faudra adapter, enfin qu'il faudrait utiliser donc dans la rue. Donc c'est pour ça que, oui, donc quelqu'un qui a fait des sports de combat pourra avoir un transfert de compétences, on va dire, mais déjà c'est pas sûr. Et ça sera le cas que si uniquement cette personne a grandi dans des milieux compliqués, avec un public agressif, et que du coup a développé ce vice
cette malice et le côté ruse. Voilà, mais quelqu'un de bien élevé en fait qui fait des sports de combat, il lui manquera donc cet aspect. Oui, parce qu'il sera très protocolaire, etc. Exactement. Aussi, et puis les choses de bien faire, alors qu'en fait une agression c'est tout sauf protocolaire et on ne sait même pas à quel moment, quand, où ça va taper. On ne peut pas rien prévoir en fait au final. Mais il y a un contexte quand même général qui est important de connaître. Le contexte d'une agression, c'est donc en fait c'est le mode opératoire d'un agresseur. C'est ou une embuscade, ou ce qu'on appelle une interview, donc une prise de contact, une prise de contact donc en te parlant. Donc l'embuscade n'est possible que si la cible est dans la lune et déconnectée en fait de son environnement, ou sinon ça va être une approche, tape à l'heure, tape à un snap, et là ils vont chercher à casser la distance pour pénétrer en fait l'espace intime pour qu'il y ait agression physique, parce qu'une personne qui te menace à 10 mètres ne peut pas donc ne peut pas donc t'agresser. Il faut qu'il y ait cette il faut que la distance intime du coup soit cassée. Et c'est justement ce qu'on dit des fois où le meilleur moyen au début c'est quand même la fuite. Complètement. Pour fuir, il faut être vigilant, il faut être connecté à son environnement, ce qui va nous permettre en effet de détecter ces signes. Quelqu'un qui n'a rien à faire là, ça se voit. Voilà. Donc à partir du moment où l'agresseur potentiel repère sa cible et procède à une phase d'approche, tout ça en fait ça peut être identifié et déjoué. Encore faut-il être connecté. Pas parano, mais juste avoir ses 5 sens en éveil. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'aujourd'hui on est obligé un peu d'être en alerte plus ou moins tout le temps. C'est vrai que c'est fatigant, ça bouffe de l'énergie, mais c'est nécessaire. Oui, peut-être. Alors je veux dire c'est nécessaire, je m'en réjouis pas, au contraire c'est triste, mais en attendant que l'État fasse son boulot... Ouais, on en parlera après justement ça. Voilà, c'est important du coup de s'adapter. Donc pour éviter d'avoir à se retrouver dans une situation physique avec potentiellement une disproportion, parce que en fait le prédateur, qu'il soit humain ou animal, c'est la même chose. Il veut un maximum de bénéfices pour un minimum de risques. Donc s'il n'est pas quasi sûr d'avoir le dessus, en fait il ne s'en prendra pas à toi. Donc ou il est plus costaud, ou il a peut-être une arme, ou il a ses copains pas loin, voire les trois. Et donc c'est ça aussi le contexte. Il faut s'attendre à ça. À ce que tu disais là, que du coup tu partais du principe qu'il avait peut-être une arme. Et c'est malheureusement sûrement le cas. Voilà, il faut s'attendre à ce qu'il soit plusieurs, à ce qu'il soit armé. Donc la réponse qu'on va donner à tout ça doit prendre en compte donc, ce mode opératoire. On sait comment ils font. Ou c'est une embuscade, ou ils vont essayer du coup de détourner ton attention, ou de t'intimider, se rapprocher, sortir son arme ou pas, frapper, avec un complice qui arrive. Voilà. L'environnement, c'est eux qui l'ont choisi, donc il nous est défavorable, et jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas consentant à la situation. Donc c'est ça le mode opératoire. Et donc l'entraînement, du coup, que je propose, tient compte de ça, et on ne sort pas de ce cadre, parce que c'est toujours comme ça. Ok. Et si je prends l'exemple, imaginons dans mon agression, qu'est-ce que j'aurais pu faire, tu vois, dans le sens où, du coup, je tape mon code de ma porte d'entrée, bon, peut-être déjà, de 1, j'aurais peut-être dû regarder derrière moi, ok. Mais imaginons, du coup, ça arrive. Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, le mec m'a sauté dessus et on est tombés tous les deux à terre. Comment se libérer de ça ? C'est quand même assez compliqué, au final. Oui, alors, je ne dis pas que toutes les agressions peuvent être évitées. Je prétends pas ça. Mais c'est vrai qu'en mettant en place un plan d'action, on peut limiter. Alors, donc depuis combien de temps il te suivait, ça on ne sait pas. Voilà, donc à partir de quand donc, il t'avait repéré. Et c'est vrai que quand on entre ou quand on sort d'un lieu, c'est un moment où on est vulnérable parce que où on sort les clés, où on tape le code, donc ils en profitent. C'est un moment où forcément on est obligé de se focaliser sur autre chose. Et ils cherchent la facilité. Donc, et c'est sûr qu'une agression par derrière qu'on n'a pas vu venir, oui, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. C'est une agression vraiment, alors c'est les cas les plus... C'est quand même compliqué, ouais. C'est vrai que là, pour le coup... Après, et là, du coup, ça fera la différence entre quelqu'un qui sera entraîné et donc quelqu'un qui ne l'est pas. C'est que au lieu de se débattre et de bouffer son énergie avec des gestes qui ne feront pas de dégâts, au moins donc, de savoir où frapper, de penser à crier, parce que c'est ça qui va libérer l'énergie.
Mais du coup, c'est vrai que je reste humble en disant que même si on applique du coup ces solutions à la lettre, c'est pas garanti de s'en sortir. Voilà. Ouais. Donc c'est le message que je veux faire passer, c'est on maximise les chances de s'en sortir, mais le 100% n'est pas possible. Oui, ça n'existe pas. C'est parce ça. qu'encore une fois, c'est une situation aléatoire et puis. Exactement. Ouais. Exactement. Du coup, dans la pratique, à quoi ressemble une séance typique un peu de ce que toi tu proposes? Alors ça va dépendre le public, ça va dépendre le temps et la fréquence d'entraînement. Donc si c'est un stage unique par exemple, voilà, donc des gens qui ont juste donc 3 heures en fait à consacrer au fait d'apprendre à se défendre, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc tu auras forcément donc ces aspects théoriques de sécurité personnelle. Donc en fait ce sont des savoirs, donc avant même d'être capable de frapper fort à tel endroit, si on n'a pas déjà donc toutes ces notions de connaître les effets du stress, de savoir comment procèdent du coup les agresseurs et donc de quelles vont être nos réponses au niveau tactique, voilà, donc, le reste après, dont limite ne sert à rien. Donc cette introduction-là, et ensuite, oui, un apprentissage technique avec des techniques très simples qui doivent être génériques. Et en fait, le but n'est pas de dire face à telle attaque, on va se défendre de telle façon. Parce que ça voudrait dire que autant d'options qui peuvent se présenter, autant de réponses différentes, il faut qu'on soit capable du coup de mettre en place, et ça pour le cerveau c'est pas possible. Ouais. Donc moi je préfère donner des solutions génériques qui marcheront quel que soit le type d'attaque, c'est-à-dire que tu aies eu la présence d'esprit de prendre l'initiative avant même que je te touche, parce que je t'ai menacé, tu m'as dissuadé, tu as crié, tu m'as dit de partir, je ne le fais pas, je me jette sur toi, ben, donc il vaut mieux que tu prennes l'initiative. Ça marchera dans ce cas-là, ça marchera même si je te saisis les 2 bras, ça marchera même si je te serre le cou. Voilà, il faut que ce qui soit enseigné soit très simple et marche dans quel que soit le cas de figure. Sinon, le temps de prise de décision sera trop long et en fait c'est déjà trop tard. Donc voilà, des notions théoriques, un travail technique et ensuite c'est important pour le vivre dans sa chair et dans ses émotions, une mise en situation quand même, une simulation d'agression où là voilà, on expérimente justement le stress, les effets de l'adrénaline pour confirmer que ce qu'on a travaillé marche. Et c'est important du coup de sortir de là en se disant j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais si ça m'arrive, je sais que je sais faire. Ouais. Alors que si on travaille juste avec sa copine en rigolant, ben en fait on va sortir de là en se disant ouais mais est-ce que ça marchera le jour J? Quelqu'un qui sort dans mes cours en se posant cette question, je vis ça comme un échec. Oui. Jusqu'à présent, c'est jamais arrivé. Et justement, tu me disais que c'était toi qui simulais l'agresseur sur chaque élève, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça fait partie du processus de conditionnement. Donc en fait, je fais vivre une sorte de traumatisme, j'en mets des traumatismes qui est positif. Ce qu'on disait, c'est que sous stress, les expériences émotionnelles sont présentes. Donc le but, c'est de créer des stimuli ressemblants à ce que sera du coup une agression dehors, donc des insultes, des menaces, et ensuite une emprise physique vraiment donc désagréable. Donc je fais vivre ça, ce qui va provoquer donc, les effets du stress, de l'adrénaline, le fait que les émotions soient décuplées, et le fait que le pratiquant mette en place les réponses qui sont très simples et arrive du coup à dominer la situation. Et moi, je ne vais pas rendre la chose facile, attention, je suis protégé de sorte que je sens une onde de choc, et en fonction de l'efficacité du coup de la frappe, qui sera déterminée en fonction du cri et en fonction de l'amplitude des frappes. Parce que sous stress, les amplitudes sont réduites. Et donc, en fonction de ça, voilà, à partir du moment où les choses seront bien faites, je m'écroulerai. Et donc, à ce moment-là, c'est important, parce que ton cerveau, il se dira, ok, donc quand je fais ça, comme ça, quand je frappe comme ci, comme ça, en criant à tel endroit, ça donne tel résultat. Et ça va rester, en fait, donc dans ta mémoire émotionnelle. Et si jamais un jour tu en as besoin de nouveau, ça ressortira de façon automatique. Et c'est pas compliqué pour les victimes, justement, de sentir ce genre d'agression, d'être en situation comme ça? Est-ce que toi, tu as déjà vécu des situations où tu as des anciennes victimes ou même des personnes comme ça qui sont mises à pleurer, à être tétanisées? Oui, complètement. À pleurer, oui. Mais donc avec un accompagnement bienveillant,
elles sont toujours arrivées en soufflant, donc en se mettant sur le côté et en repassant après à vaincre du coup ce trauma. Et donc pour avoir travaillé avec un psychologue en victimologie et psychotraumatologie qui m'a confirmé que le fait de faire vivre cette expérience, donc ce que je faisais, c'était un bon complément du coup à une psychothérapie et que ça permettait même de faire ce que eux ne peuvent pas faire, à savoir de rejouer cette situation, mais avec une issue positive. Ouais. Voilà. Je vois, non, parce que justement, j'avais fait un cours de self-défense comme ça, et à un moment donné, le professeur a commencé à me tirer les cheveux, et c'est justement une des choses qui s'était passée pendant mon agression, et j'étais là, je peux plus. Et après, je l'ai refait, et ça, ok, bon, c'est quand même bien, mais faut quand même... oui, tu l'as revécu, on t'a eu des flashbacks. Exactement, en fait, il y a des flashbacks qui reviennent, même si on s'en souvenait pas forcément, ou c'était dans un coin de notre cerveau. Et c'est important, parce qu'après, je vais travailler avec ma psychologue. Et d'ailleurs, c'est hyper important de se faire suivre quand on est victime, hein, je tiens à préciser. Si même à côté de ça, on va faire des cours de self-défense, je pense que les deux, c'est vraiment... C'est complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. Mais c'est vrai que, le fait de me tirer les cheveux comme ça, j'étais waouh, ça va recommencer, etc. Et en fait, c'est le cerveau qui fait un raccourci direct de l'agression. Donc, pour les victimes, c'est plus compliqué aussi, je pense, même pour toi en tant que professeur, peut-être à gérer aussi, mais oui, encore une fois. Certaines me le disent et d'autres ne me le disent pas. Je donne toujours un temps de présentation parce que j'aime bien connaître les attentes du coup, des participants. Et donc certains l'ont vécu mais ne veulent pas forcément l'exprimer. Et donc il m'est arrivé justement de l'apprendre après coup par les personnes en question ou par des personnes interposées. Et donc j'ai souvent comme ça des témoignages donc, touchants me disant donc ça m'a libéré, ça m'a voilà. Il y en a une qui m'a dit aussi qu'elle aurait préféré faire cette formation avant de se faire agresser. Et d'autres en tout cas voilà, qui ont pu vaincre des angoisses. Et c'est vrai que le problème c'est que si on marche dans la rue, qu'on a peur, qu'on est angoissé, qu'on craint cette situation, malheureusement, on risque d'attirer à nous ce qu'on dégage. Donc, je sais que ça permet aussi de prendre confiance, de prendre en assurance et donc de s'affirmer et de dégager cette force qui fait que on est une cible plus difficile. Parce que sinon, en fait, on fait une proie un peu fragile aussi. Exactement. Si on regarde nos pieds, etc., c'est forcément que si on croise un agresseur, il va plus facilement venir s'attaquer à nous. Ça se passe exactement comme ça. Le profil de la proie idéale, c'est quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui est dans sa bulle et quelqu'un qui est seul. Ouais. Donc seul, on ne va pas non plus se condamner à vivre en bande, mais c'est vrai qu'il y a déjà des gens et des femmes qui s'adaptent comme ça, qui font en sorte de bouger le maximum, donc accompagnés. Vulnérable, alors donc là c'est une vulnérabilité qui est supposée, c'est-à-dire une femme, un petit gabarit, mais donc c'est pas que le sexe, la taille, la poids, le sexe, la taille et le poids, ça va être aussi donc l'attitude qu'on a, c'est sûr que si on regarde ses pieds et qu'on a les épaules rentrées, voilà. Oui. Donc il y a aussi ce qu'on dégage et l'attitude, et ça on peut travailler dessus, évidemment. Le fait d'être connecté à son environnement, ça on peut le mettre en place très rapidement. Et ensuite, on le fait donc d'être accompagné ou pas. Mais oui, donc il y a moyen déjà de réduire la probabilité d'être choisi. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu des retours justement d'élèves qui se sont fait agresser après tes cours ou justement après que tu aies fait tes cours et quels ont été vraiment les retours plus ou moins, tout dépend en fonction de l'agression ou pas. Mais... Donc après 10 ans d'enseignement, oui, j'en ai eu. Sur la majorité de ces retours, on constate que juste le fait de s'affirmer avec une posture ancrée, en protégeant sa distance avec les mains devant et en criant, ça a pu mettre un stop à la majorité des problèmes qui auraient pu dégénérer. Donc ça confirme bien qu'ils cherchent la facilité. Et dès qu'ils voient qu'il y a potentiellement de la résistance, autant passer à une proie plus facile que malheureusement ils vont trouver rapidement. Donc oui, donc ça montre que ça marche, que juste le fait d'être capable de crier. Et donc j'insiste là-dessus parce que c'est ce que certains participants et surtout participantes ont le plus de mal à faire. Frapper à la limite ça va, mais crier. Voilà, être capable de faire fi justement de du jugement, du regard des autres,
Et en fait, oui, de mettre un peu donc, la pudeur de côté. C'est vrai qu'on a grandi toute notre vie, et les femmes en particulier, en disant qu'il ne fallait pas crier, qu'il ne fallait pas s'exprimer, même voilà, qu'il faut intérioriser, qu'il faut garder pour soi. Bon, déjà, c'est pas très simple parce que ça crée des maladies. Voilà. Et donc moi, là, j'arrive et je dis aux gens que, en fait, il faut faire tout l'inverse, qu'il faut se mettre à hurler. Mais c'est libérateur, et donc certains ont plus de mal que d'autres, mais je ne les laisse pas partir tant qu'ils ne sont pas capables de crier. Et quand ils arrivent à le faire, alors donc certains, ou en effet ça les fait pleurer, ou d'autres, en tout cas, ils disent mais ouais, mais j'ai sorti une boule que j'avais en moi pendant des années. C'est dingue. Voilà. Donc, et j'ai aussi donc, le cas le plus médiatique, donc Henri Danslem, le héros au sac à dos du Land Dancy, qui avait en effet suivi un stage 1 ou 2 ans avant les faits. Voilà, et donc il m'a confirmé que c'est quelque chose qui a pu l'aider à agir ce jour-là. C'est quoi exactement déjà l'histoire pour rappeler c'était un attentat sur le lac d'Annecy, un individu qui a commencé à poignarder des bébés dans les poussettes. Voilà, c'était un étranger, je ne sais plus si c'était légal ou illégal, mais bref, voilà, un pseudo-réfugié voilà, qui a commencé à poignarder des bébés, et il se trouve qu'Henri était là, et puis du coup il est intervenu en faisant justement barrière avec son sac à dos, parce que l'individu était armé, donc il a permis de limiter le nombre de victimes avant que les forces de l'ordre n'interviennent et neutralisent l'individu. Donc, et donc au final ça résume un peu donc, mon enseignement, c'est-à-dire que je vais transmettre des techniques, mais je vais surtout, le point clé c'est libérer un peu la bête sauvage qu'on a en nous, cette capacité à utiliser la force dans les moments qui sont nécessaires. Voilà. Et c'est vrai qu'on a quand même été conditionné à être passif, à se soumettre, totalement, à baisser les yeux, à dire que même en fait pour défendre notre vie, la violence c'est pas bien quand même. Ouais. Parce que c'est à l'État de le faire. Mais non, moi je pense que c'est plutôt sain de se dire que tant que la police n'est pas là, il faut qu'on soit capable de se protéger. Parce que sinon, donc ça veut dire qu'on est juste des proies et des victimes en attente. Et c'est pas possible ça. Donc même si on a le temps d'appeler la police, ils vont mettre donc potentiellement quelques minutes à arriver. Donc, on a le temps de mourir 10 fois en fait. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça que compter sur la police, compter sur les personnes qui nous sur les gens autour, aussi, c'est bien, mais être capable soi-même de se protéger, c'est mieux. Et qu'on soit un homme pour à terme défendre sa famille, ou une femme pour à terme donc défendre aussi ses enfants. Ouais. Et donc c'est bien de pouvoir compter sur quelqu'un qui est là, mais il faut toujours compter que par soi-même, en vrai. C'est ça. Quand on voit toutes les agressions qu'il y a dans le métro, les agressions sexuelles, etc., les gens déjà ne bougent pas. En fait, c'est ça, parce qu'ils se disent toujours qu'il y a quelqu'un qui va être un petit peu plus fort pour défendre la personne, et au final, on entend tellement d'histoires de femmes qui se font violer dans le métro, alors que dans des métros bondés en plus. C'est ça. Donc loin de moi l'idée de les excuser, au contraire, ce sont des situations qui me révoltent, mais si on réfléchit comme ça, on peut dire, si les gens ne sont pas capables de se défendre, comment on peut attendre qu'ils défendent les autres ? Ah bah du coup, plus personne se défend et plus personne ne fait rien. C'est ça. Donc déjà, on sait que c'est une situation où il y a un stress physiologique, et en plus, j'ai tendance à penser qu'il y a un stress juridique. Oui. Si tu es violent face à un individu qui... donc c'est même pas qu'il le mérite, mais en effet, pour faire stopper un crime ou un délit, tu auras potentiellement des comptes à rendre, à te faire condamner, à payer une amende et à avoir une peine de prison, donc même si c'est avec sursis, c'est sûr que ça dissuade. Ah bah, moi je reviens encore sur mon agression, mais au moment où à un moment donné j'ai pris un bout de verre dans la main et je voulais l'étrangler. Enfin, je voulais lui couper la gorge, genre vraiment. Et je me suis dit, mais en fait, si je lui coupe la gorge et c'est lui qui meurt, qu'est-ce que je fais ? En fait, c'est moi qui vais finir en prison. Donc en fait, non, on va éviter. Bon, après, il y a aussi eu la question de force, de positionnement, où j'ai pas pu le faire non plus. Mais mon cerveau, en plus de ça, réfléchissait tellement vite dans ces circonstances-là. Mais il y a quand même cette idée qui m'a traversé la tête de en fait, si c'est lui qui meurt au lieu de moi, je vais finir en prison toute ma vie. Donc, après, du coup, dans ce cas de figure-là, où en fait, tu ne peux pas faire autrement, et il y a une disproportion manifeste, parce que c'est un homme qui est plus costaud. Oui. Donc toi, tu fais ça pour te dégager. Tu ne fais pas ça parce que tu as l'intention de le tuer. Donc si la conséquence, c'est qu'il décède, la légitime défense peut quand même être reconnue. Totalement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a ce truc quand même qui pèse dans la balance et dans les choix
des gens au moment de se défendre. Et ça, c'est pas très sain et les agresseurs en profitent. Ouais, forcément. Ouais. Et du coup, pour revenir sur tes cours, tes formations de self-défense, il en faut combien à peu près, justement, pour être plus ou moins formé? Alors, donc tout dépend ce qu'on veut dire par là, mais justement, donc, débloquer cette capacité à se dire, je mets le cerveau sur off, je passe en mode survie, et je deviens agressif parce que je n'ai pas le choix, enfin, donc agressif, oui, j'utilise la force strictement nécessaire pour pouvoir survivre en un seul stage, en fait. Voilà. Ouais. C'est vraiment donc, ma priorité. Après, c'est sûr que si on va apprendre à parer à tous les cas de figure, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe par terre et qui, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un couteau, qu'est-ce qu'on fait s'ils sont plusieurs, et bien sûr qu'on n'a pas pu fuir, là oui, c'est sûr qu'il faudra plus de temps. Mais voilà, faire en sorte de ne plus être paralysé par le stress d'une agression, un seul stage suffit. Voilà. Ok, dingue. Parce que justement, tu me disais qu'il y avait des professeurs de self-défense qui, eux, profitaient un petit peu de ce business-là et qui disaient à certains de tes élèves comme quoi il fallait 3 ans, je crois, avant d'être prêt à l'attaque, en fait. Enfin, c'est dingue, alors que toi, au final, en l'espace de 3 heures, tu arrives à plus ou moins conditionner. Je ne dis pas, encore une fois, être capable de se défendre à n'importe quel moment, et avec n'importe quelle situation, avoir des très bonnes techniques, mais au moins se reconditionner, il faut juste 3 heures. C'est dingue. Oui, c'est ça. Parce qu'en effet, le problème de dire il faudra 3 ans, alors moi, il m'a fallu donc quelques années pour être ceinture noire de taekwondo. Mais c'est différent. On développe des qualités physiques, il faut apprendre des enchaînements techniques compliqués. Donc c'est normal qu'un sport de combat ou dans un art martial, il faille des dizaines, des centaines d'heures du coup d'apprentissage pour progresser. Mais la finalité est complètement différente. Et donc moi, le message que je veux faire passer, c'est que c'est pas une question de sexe et de gabarit et de force. Et donc quand je reprends le cas de figure que tu disais avec le bout de verre, du coup, que tu aurais peut-être donc pu prendre, il n'y a pas besoin d'être un grand mec costaud pour prendre le bout de verre et le foutre dans la gorge, si vraiment on est en situation de survie. Et donc le blocage qu'il pourrait y avoir dans cette situation extrême, il est plus psychologique en fait que physique et technique. Et c'est d'ailleurs le plus important, ce qui va déterminer le fait que tu t'en sortiras ou pas, c'est oui d'accord, il y a l'aspect de conditions physiques et techniques, potentiellement le fait d'être équipé d'un outil, donc peut-être une bombe lacrymogène ou pas, mais le plus important c'est l'état d'esprit. Est-ce que déjà on se voit comme quelqu'un qui est légitime à la vie, qui a le droit de vivre et qui est prêt à tout pour survivre. Est-ce qu'on se voit comme une victime ou comme un prédateur potentiel, mais dans le bon sens du terme, en fait. Voilà, on se dit, je suis quelqu'un de gentil, de bienveillant, d'aimant, mais si on veut m'ôter la vie, qu'on veut toucher à quelqu'un que j'aime, je me transforme en lion. En fait, voilà. Et donc c'est important de cultiver justement cette rage de vivre. Et donc je vais lier à la rage de vaincre donc, dans cette situation. Et donc c'est une question de motivation. Pourquoi, dans un cas extrême, je serais prêt à utiliser la force, donc à être violent, même si c'est légitime? C'est donc pour de bonnes raisons, pour retrouver donc, ma famille le soir, pour réaliser mes projets de vie. Donc voilà, c'est en fait de belles motivations. Au final, c'est par amour. Par amour pour la vie, par amour pour soi, pour les autres. Voilà. Donc c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut cultiver et avoir autant d'amour que de capacité du coup à être dangereux pour se protéger. Ouais, t'as raison. Est-ce que tu as des anecdotes un peu marquantes pendant tes cours qui se sont passées ou des choses c'est des choses du coup qu'on a pu dire. Entre ceux, voilà, donc il y a eu des flashbacks un peu émotionnels, ou donc ces retours aussi à la fin de gens, oui, qui précisent que ça les a libérés. Et donc c'est vrai qu'on se dit waouh, c'est magique en fait. En 3 heures, je suis arrivé à faire. Et c'est ça du coup, donc moi qui me tient à cœur, c'est qu'en fait en 3 heures, je ne vais pas leur apprendre à faire un coup de pied sauté retourné. Et c'est pas le thème, en plus. On ne cherche pas à faire du beau, on ne cherche pas à faire du spectacle, on ne cherche pas à faire du waouh qui va faire des millions de vues sur YouTube. Non, c'est pas le cas. La violence, c'est sale, c'est primitif, c'est instinctif. Et donc l'agression, c'est un problème émotionnel et viscéral. Donc y apporter une solution logique et mentale, c'est être complètement à côté de la plaque.
Ouais. Il faut que la réponse soit émotionnelle et viscérale. Et donc, une anecdote que j'ai, oui, c'est des gens que je peux recroiser, ou alors qui prennent contact avec moi 5 ou 10 ans plus tard, et qui sont toujours marqués par les gestes et les solutions que je leur ai transmises. Ben, le fait de crier, le fait de, c'est dingue, ouais, ok. le fait de griffer le visage, le fait de frapper entre les jambes, voilà, donc c'est vraiment du conditionnement. Ça a été ancré, alors qu'on s'est vu 3 heures, quoi. Ouais. Je voulais te demander justement qu'on fasse quelques petits gestes, etc. pour montrer, mais je pense qu'on mettra les vidéos justement Ouais. sur le podcast. Donc, je reprendrai quelques petites vidéos de toi. Mais je peux en parler vite fait. Mais carrément, si tu veux en parler. Si tu veux, oui. Ben, typiquement, donc si je te prends toi, c'est vrai que pour me frapper et me mettre KO, ça va être compliqué. En revanche, si tu es déterminé, que tu avances sur moi en criant, et que tu essaies de foutre tes doigts dans mes yeux avec tes 2 mains, si un de tes doigts touche mon œil, je pense que ça va me faire mal et que pendant quelques secondes, je ne pourrai plus voir. Donc je ne peux plus combattre pendant quelques secondes. Donc tu peux t'enfuir. Ouais. Voilà. Et ça, c'est pas compliqué à faire. Et donc c'est le type de geste en fait, que je vais transmettre donc, dans le temps des 3 heures. T'as jamais eu des élèves qui t'ont déjà fait genre super mal, justement? Alors, du coup, ils ne le font pas vraiment sur mon visage. Okay. Mais donc on a des cibles, on a une feuille avec le visage d'un individu agressif. J'ai aussi une sorte de pas d'ours en forme justement de visage humain. Et ensuite, ils le font sur moi-même, qui a un casque avec une visière. Ouais, okay. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont quand même expérimenté le fait d'appliquer ces gestes avec le maximum d'intention possible, voilà, en visant les yeux. Okay. Donc ce qui est bien, c'est que quand justement cette simulation d'agression elle est bien faite et qu'elle génère du stress, ça trompe le cerveau qui ne fait pas la différence avec une situation réelle. Ok, dingue. Voilà. Donc là, c'est la force un peu du truc. Donc, s'acharner sur les yeux et entre les jambes, que ce soit avec la main, que ce soit avec le genou ou le pied, donc selon la distance. Voilà, si on est déterminé, qu'on donne tout ce qu'on a, mais en fait, quand on frappe, il faut frapper avec tout son cœur, avec toute son âme, avec toutes ses tripes, quoi, que justement que cette rage de vivre s'exprime au point, donc ce que je dis, moi, c'est d'amener les boules dans la gorge, quoi. Voilà, tu frappes et là, ça va créer, oui, suffisamment de douleur pour que de façon temporaire, ils puissent plus combattre et donc tu puisses te mettre en sécurité. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est cette capacité du coup à passer de 0 à 100 et les individus sains ont du mal à comme ça se dire je vais faire mal à un autre être humain. Donc même s'il me veut du mal, hein, voilà, on a cette répulsion naturelle à s'entretuer en fait. Et donc quand on observe le monde animal, c'est la même chose. Hein. Quand un lion veut prendre le territoire d'un autre lion où il a sa lionne et ses lionceaux, on pourrait penser que celui qui défend son territoire, il va se battre jusqu'à la mort. Mais c'est même pas le cas. On a l'impression qu'ils se mettent 3 coups de griffe et du coup celui qui avait donc son territoire, il se barre. Donc l'autre va tuer les lionceaux. Oui, et puis là... Ouais, mais parce qu'ils ne sont pas programmés pour s'entretuer, parce que ça conduirait à l'extinction de l'espèce. Ouais. Voilà. Nous, c'est un petit peu pareil. Donc, mon but, c'est de faire en sorte que les individus gentils, sains, qui n'ont rien demandé, dans cette situation extrême, c'est de vaincre cette répulsion et de dire, pour de bonnes raisons, par amour, je vais m'acharner sur ses yeux et je vais frapper entre les jambes, qui sont des zones quand même, oui, qui pourraient s'apparenter à de la mutilation quand même. Oui. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en tant que femme, on a souvent les ongles assez longs et assez bien faits, donc en plus, ça doit être encore limite. Alors c'est une plus-value, mais même sans ongles, si tu es déterminé... Oui, non, mais oui, tu vas quand même, et puis... j'aimerais bien parler un peu plus de ta vision dans la société, etc. Oui. Pourquoi tu penses que self-défense est vraiment devenu un peu une grande tendance, on va dire, ces dernières années? Pas assez, selon moi. Ouais, ok. J'ai l'impression que ça reste quand même... pas dire marginal, mais il y a encore trop de personnes, trop de gens, il y a trop de Français qui se disent « j'aurais pas besoin de ça, je peux passer entre les mailles du filet, je vais utiliser toutes les stratégies d'évitement possibles et qui essaient de ne pas y penser, de vivre dans le déni, parce que si jamais ils étaient honnêtes avec eux-mêmes, en fait ils se diraient si jamais ça m'arrive, je ne sais pas quoi faire ». Et se lever tous les matins en se disant c'est peut-être aujourd'hui, et si ça m'arrive, je ne sais pas quoi faire, c'est quand même assez angoissant. Ouais. Donc certains préfèrent vivre dans le déni et les autres se disent, hommes comme femmes, et les hommes ont plus d'orgueil du coup avec ça, pour se dire ok,
je peux toujours apprendre, donc je vais me former, je vais consacrer une demi-journée. C'est quoi une demi-journée dans une vie pour optimiser mes chances de survie, en fait, tout simplement. Mais oui, donc c'est sûr qu'il y a une augmentation des pratiquants, une augmentation de la demande, qui pour moi est intimement liée en fait, à l'augmentation des violences. Oui, j'ai te demandé, c'est pas lié à l'insécurité. C'est ça, et au fait que, ouais, qu'on voit que on va dire que l'État galère, pour être poli, et que l'État, que la sécurité qui est la première des libertés, c'est plus oui, trop au final, le cas. c'est même plus le rôle de l'État de porter sécurité au final à ses citoyens, et du coup, en fait, c'est les gens qui eux-mêmes en fait veulent s'apporter eux proprement leur sécurité, en fait. C'est tout ce que. Oui, alors je pense que de toute façon, que même avec un pays où il n'y aurait pas autant de problèmes comme ça, philosophiquement déjà, c'est bien d'être capable de de se dire voilà, donc on est capable de se défendre. Mais c'est sûr que on assiste à une défaillance quand même manifeste, pour plusieurs raisons. Et donc la population se dit, ok, en fait il faut qu'on prenne le relais. Voilà. C'est pas dans un esprit de faire le rôle de la police ou de se faire justice soi-même, mais juste de se dire, juste de pouvoir survivre, quoi. Oui, c'est ça. Pas mal. Ouais. Mais oui, donc il y a une corrélation évidente, selon moi, c'est sûr. Justement, tu dis que les hommes, eux, essayent de se former. Justement, tu dis qu'ils ont un rôle, mais comment est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup plus, il y a quand même beaucoup d'hommes qui viennent se former justement chez toi et qui prennent plus ou moins cette responsabilité de pouvoir se défendre, ou c'est souvent que des femmes? C'est une majorité de femmes, quand même. C'est une majorité de femmes. Encore une fois, donc certains hommes, pour des raisons d'orgueil, d'ego, ne veulent pas, on va dire, s'abaisser au fait d'apprendre à se défendre, parce que ça supposerait que ce sont des victimes. Voilà. Et donc ils n'assument pas. Mais non, moi, en fait, ma vision justement de la sécurité personnelle, c'est pas on se sent victime, on a peur, donc on se forme. Non, c'est de l'anticipation, c'est une responsabilité, quoi. Donc c'est se dire, dans la vie, tout s'apprend, et ça aussi. C'est vrai que on a quand même cet instinct de survie en nous, mais ça fait tellement longtemps que la société l'a annihilé qu'une petite piqûre de rappel, ça fait du bien à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Mais au final, en fait, la self-défense devrait être enseignée à l'école, un peu comme comme on apprend à faire du 3 x 500 mètres en course ou à jouer du tennis. En fait, ça devrait être... Ou comme les premiers secours. Exactement. C'est ça, en fait. Oui, pour moi, c'est une compétence fondamentale. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mamans à l'issue des stages qui me disent « ça devrait être obligatoire ». Voilà, ça fait 10 ans qu'on me dit ça. Voilà. Mais c'est vrai que, alors, ça commence à évoluer. Moi, donc, je peux intervenir aussi parfois dans des écoles, dans des entreprises. Super. Mais oui, c'est vrai que là, on est à un point où tout le monde mériterait d'être formé pour éviter, que ce soit pour les enfants, le harcèlement scolaire, les tentatives d'enlèvement, que ce soit donc pour les femmes par rapport au harcèlement, par rapport aux agressions sexuelles, aux hommes qui sont aussi non victimes d'agressions, où là ça va être des trucs avec des coups de couteau, ou le fait d'être lynché par plusieurs personnes. Voilà, donc oui, en fait, tous les publics sont concernés. Et toi, à partir de quel âge tu peux conseiller justement de commencer à se former, je pense? Donc les stages que je propose aux adultes sont aussi ouverts aux ados à partir de 13 ans. Ok, super. Voilà. Je fais aussi des modules spécifiques pour les enfants par rapport au harcèlement scolaire et au risque d'enlèvement. Mais je conseillerais aussi aux parents de mettre leurs enfants au sport de combat, de ne pas avoir peur qu'ils reviennent avec des bleus, parce que la vie est un combat et ça commence dès l'enfance. C'est beau. Petite question, qu'est-ce qui te distingue, on va dire, vraiment des autres professeurs? Qu'est-ce qui est ta valeur ajoutée, ta touche un peu personnelle, et pourquoi en fait on aurait plus envie d'aller vers toi plutôt que vers d'autres professeurs, quoi? Donc, je ne suis pas dans la comparaison, mais moi c'est sûr que c'est mon métier, c'est ce que je fais depuis très longtemps maintenant, c'est ce qui m'anime, c'est même plus qu'une passion et qu'une vocation, pour moi c'est ma mission de vie, clairement. Donc voilà, je pense incarner vraiment la chose, et le fait justement de faire vivre ces simulations d'agression, on me dit souvent que j'aurais fait un bon acteur, mais voilà, de se rapprocher le plus possible de la réalité, évidemment ça ne sera jamais donc une situation réelle, mais voilà, de faire vivre
la chair du coup des participants la sensation d'agression, mais dans un cadre bienveillant où ils ne ressortiront donc pas blessés. Et aussi, voilà, j'ai pu avoir du coup des pratiquants qui m'ont dit avoir fait des stages avec des noms très connus, et que la différence, c'est que quelques jours après, ils avaient tout oublié après leur stage, alors que 10 ans après, ce que je leur ai appris, c'est resté, parce qu'il n'y a pas grand-chose, et que c'est très simple, et que ça a été vécu, en effet, dans sa chair et dans ses tripes. Ok. Et alors, du coup, concernant tes projets futurs, est-ce que là, je sais que justement, tu étais à Paris pour faire une petite formation. Est-ce que tu as des projets à venir, peut-être des prochaines formations ou un développement un peu plus particulier de certains modules aussi Alors moi, du coup, je propose des stages quasiment tous les mois sur Aix, ainsi que des coachings particuliers. Oui, c'est ça, parce que tu es à Aix-en-Provence. Je crois qu'on ne l'avait pas forcément rappelé au début du podcast, mais du coup, tu es sur Aix. C'est ça, voilà, je vis sur Aix-en-Provence. C'est pratique pour venir sur Paris en 3 heures. Donc oui, donc l'objectif, c'est de toucher, je le disais, un maximum d'écoles, d'entreprises, donc d'apparaître aussi dans les médias. À commencer par ton podcast, voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a ne serait-ce que des conseils comme ça, que des conseils pratiques, des savoirs à mettre en place. Donc bien sûr, ça ne remplacera pas aussi justement le fait de vivre la chose dans sa chair, mais c'est un bon début de prendre conscience et d'appliquer ces conseils utiles, et aussi parce que c'est une demande qui m'a été formulée, donc même si à la base je suis contre, donc une formation en ligne, voilà, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, et mes concurrents, et puis même aussi les gens dont je m'inspire le font, donc je me dis pourquoi pas moi, c'est un projet pour cette année en tout cas. Ok, voilà. Écoute, bravo, j'espère qu'on pourra, de toute façon, dès que ça sortira, on va dire, on pourra communiquer dessus aussi, donc avec plaisir. Est-ce que tu auras un message d'espoir, peut-être pour terminer cet épisode, que tu aimerais faire passer justement à tous nos éditeurs? Oui, c'est tout le monde donc, peut apprendre à se défendre et justement à renouer avec ses instincts les plus archaïques et primitifs, je le dis donc en 3 heures, clairement. Donc il faut juste donc franchir ce pas-là, et voilà. Et donc le message que je veux transmettre, c'est un message d'amour, voilà, parce que il faut s'aimer pour aimer les autres et pour être capable de se défendre, donc pour sauver sa vie dans ce moment crucial et intense. En fait, ça va être à la hauteur de l'amour qu'on a pour soi. Donc voilà, il faut propager l'amour, il faut aimer, et que ce soit vraiment donc la motivation la plus profonde pour se défendre et pour défendre sa vie. Ok, dingue. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi, Claire. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour, et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!